Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue à tous dans le cadre de votre émission Face aux internautes. Face aux internautes est une émission interactive au cours de laquelle la parole vous est donnée, chers internautes, et nous recevons à notre niveau un acteur politique. Un acteur politique à qui vous aurez la latitude de poser des questions, toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour mieux le connaître, pour mieux connaître le plan qu'il veut mettre sur pied, s'il est élu, s'il est président de la République, s'il est député, s'il est, quel que soit le titre qu'il peut avoir. Nous tenons toutefois à rappeler qu'il s'agit d'une émission citoyenne où le respect est de mise. Vos questions seront posées. Nous allons nous faire le devoir de les donner à notre invité et il va également se faire le devoir d'y apporter des réponses. Vous aurez également la latitude, chers internautes, de le relancer, mais je le dis de façon polie, courtoise, avec tout le respect. Nous nous installons, nous vous invitons également à le faire parce que nous sommes ensemble durant les 2 prochaines heures. Nous nous retrouvons juste après cette légère respiration. Bon après-midi une fois de plus. En 2002, il est mis au devant de la scène après avoir défendu avec brio le dossier de la presqu'île de Bakassi, une victoire qu'il prend avec beaucoup d'humilité. Quelques années plus tard, sa démission du gouvernement le remet au devant de la scène. Elle ne passe pas inaperçue. Certains trouvent des réponses aux questions qui se posaient lorsque naît le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Un énième parti politique pense donc sous les chaumières. Mais les résultats obtenus lors des législatives et municipales de 2013 disent le contraire. Du point de vue de la sociologie électorale, c'est de l'inédit pour ces jeunes qui le prennent aujourd'hui encore comme un modèle, comme un exemple. Un député à l'Assemblée nationale, 19 conseillers municipaux et après le décompte, il est la 4e force politique après le RDPC, le SDF et l'UNDP. Chers internautes, il ne serait pas aisé, et ce serait assez prétentieux même de vouloir le présenter. Lui, c'est le professeur Maurice Kamto qui nous fait l'honneur de nous recevoir ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Et bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu à notre question. C'est un grand plaisir d'être votre hôte. Vous serez cet après-midi face aux internautes. Ils nous suivent partout. Ils se bousculent déjà. Ils veulent vous connaître. Ils veulent mieux vous connaître. Ils veulent comprendre qui est le professeur Maurice Kamto au-delà de tout ce qui est dit, au-delà de tout ce qu'on présente. Et je m'en vais vous inviter à vous présenter une fois de plus, s'il vous plaît. Je m'appelle Maurice Kamto, je suis né le 15 février 1954 à l'hôpital de Bangoua à l'ouest. En fait, on dit donc que je suis né à Bafoussam, puisque c'est un hôpital qui est très proche de Bafoussam. De parents dont le père commerçant, la maman un peu commerçante, mère au foyer. On pourrait dire d'une famille modeste. Si on voulait adopter la classification sociologique habituelle, on dirait une petite classe moyenne. Et donc, j'ai grandi à Bafoussam, fait l'école primaire à Bafoussam, avec une période de 2 ans à Baham. C'est difficile parce que j'étais loin de mes parents. Puis, je suis revenu poursuivre à l'école Saint-Joseph, école catholique de Bafoussam. J'ai poursuivi au collège Saint-Thomas pour 1 année, puis le lycée classique de Bafoussam. Ensuite, le lycée Jos de Douala, où j'ai obtenu mon probatoire et mon baccalauréat. Puis l'université de Yaoundé, où j'ai suivi des études de droit. Donc, je suis un enfant du Cameroun profond qui connaît la vie urbaine parce qu'il est né dans une ville de province, mais qui connaît profondément la vie rurale parce que tout enfant natif d'une ville de l'Ouest, et en particulier de Bafoussam, c'est que tout le monde à l'Ouest, y compris d'ailleurs des fonctionnaires de l'administration, ont une activité agricole. À plus forte raison lorsque les parents sont commerçants. Et donc mon père, comme les autres papas, avait
des plantations. Et dès le vendredi soir, nous allions à la plantation pour n'en revenir que le dimanche soir. Et quand ce n'était pas possible, le vendredi soir, on partait très tôt, le samedi matin. Donc je sais ce que c'est que porter un régime de plantain sur la tête ou un fagot de bois pour rentrer et permettre à la famille de se nourrir toute la semaine. Et comment est-ce que vous avez vécu cette période? Très agréable, c'est la période la plus joyeuse. L'enfance, généralement, quand on la passe à côté des parents, est formidable. En plus, on avait de joyeux copains, on était des garnements, on allait jouer, y compris là où les parents nous interdisent d'aller. Je me souviens, tenez, une fois on est allé au lac Balin. Le lac Balin est très connu à Bafoussam. C'est un lac mystérieux. On n'aimait pas que les enfants y aillent parce qu'ils pouvaient y disparaître. En tout cas, on estimait que le lac était habité par des esprits. Et nous, on a eu la témérité d'y aller. Et croyez-moi, lorsque mes parents ont appris cela, je n'ai eu, j'allais dire, le derrière, sauf que grâce à ma grand-mère, parce qu'elle était à la maison. Et lorsque mon père est entré dans une sainte colère, c'est elle qui l'a calmé. Et ça m'a épargné ce soir-là d'une fessée mémorable. Mais donc c'est une période absolument mémorable qui reste très présente dans mes souvenirs. On chapardait comme tous les jeunes enfants de cet âge. On allait cueillir des oranges chez le voisin alors que ce n'était pas permis, des choses comme ça. Et on jouait beaucoup au football, naturellement. Professeur, alors comment, c'est vrai que vous n'aimez pas beaucoup parler de cette période, comment est-ce que vous avez vécu la victoire obtenue par le Cameroun après, en 2002, lorsque vous avez défendu avec brio, avec maestria, le dossier de la presqu'île de Bakassi? Vous avez raison, j'aime pas en parler. Pas parce qu'il y a quelque chose qui me gêne à titre personnel dans le dossier, mais parce que je considère premièrement que je n'ai pas apporté ma contribution dans ce dossier exceptionnel pour ma gloire personnelle. Je n'entendais pas en tirer une gloire personnelle. Deuxièmement, parce que c'est, comme on dit, un dossier d'État. Et moi, je crois qu'il faut avoir le sens de l'État si, à plus forte raison, comme c'est mon cas, on aspire à des responsabilités importantes dans le pays. Dans tous les cas, je peux vous dire que la victoire était quelque chose d'exceptionnel. C'était une joie incommensurable dans l'équipe du Cameroun. Et nous avions évidemment la consigne d'exprimer notre joie avec réserve. Donc on n'a pas été exubérant, mais croyez-moi, dans nos cœurs, le Cameroun chantait ce jour-là et notre hymne national chantait d'une sonorité particulière parce qu'on réalisait tous quand même qu'on avait contribué à faire quelque chose d'exceptionnel pour l'histoire de notre pays. C'est la raison pour laquelle peut-être on n'a pas très bien compris votre démission de ce gouvernement quelques années plus tard. Non, je ne pense pas que les deux soient liés. En tout cas, il ne faut pas regarder les choses de cette façon. Le dossier Bakassi, c'est un dossier qui m'a permis de contribuer à un travail de préservation de l'intégrité territoriale de notre pays, d'apporter ma contribution à la hauteur de mes compétences et de mon dévouement patriotique. Et je pense que on n'avait pas besoin d'appartenir à un gouvernement pour le faire. D'ailleurs, quand je suis entré dans le dossier Bakassi, c'était en 1994. Donc vous voyez bien que je n'entrerai au gouvernement qu'en 2004, c'est-à-dire 10 ans plus tard, si je me trompe. Donc c'était pas lié. Ma démission du gouvernement ne surprend que ceux qui peut-être ne sont pas suffisamment attentifs à ma trajectoire politique. Même lorsque le président de la République, M. Paul Biya, m'a nommé dans son gouvernement, il savait bien qu'on avait des divergences sur la conduite des affaires politiques de notre pays, sur la conduite de l'action gouvernementale, si j'ose dire ainsi. Donc, le fait de démissionner n'était pas un désaccord avec le dossier Bakassi, c'était pour marquer effectivement ma divergence avec la façon dont les affaires publiques du Cameroun étaient et demeurent d'ailleurs aujourd'hui conduites. Alors, dites-nous comment est né votre parti politique?
Alors c'est une aventure exaltante. Elle a commencé par des réunions, de nombreuses réunions qui se sont tenues, en particulier dans un immeuble qui est au carrefour, pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, qui s'appelle le carrefour Mec, qui va vers Colbison. Oui. Et nous nous réunissions là-bas régulièrement autour du mouvement républicain populaire dirigé par Alain Foguetédon et d'autres acteurs politiques, d'autres dirigeants d'autres partis politiques, pour voir comment on pouvait effectivement mutualiser les forces, créer un parti politique d'opposition crédible, avec un programme bien pensé, avec des objectifs définis, avec un plan d'action prédéterminé. Et ces réunions se sont poursuivies pendant de longs mois. Finalement, un certain nombre de partis politiques, parmi lesquels donc le MRP, mais également à l'époque le MOREP de M. Fabien Assigana, l'UFP de Olivier Billet, des personnalités de la société civile comme M. Ateba, qui je crois faisait partie d'Union ONG, et une kyrielle de personnalités dont je ne peux pas ici citer tous les noms, ont travaillé d'arrache-pied. Je pense d'ailleurs que beaucoup nous ont rejoints. Certains étaient du RDPC et on a continué de travailler ensemble parce que nous étions dans une approche très ouverte comme toujours, constructive, et nous ne faisions pas de discrimination suivant que vous veniez du RDPC ou d'un autre parti d'opposition ou de la société civile. Nous voulions construire quelque chose ensemble, une force alternative. Nous ne voulions surtout pas créer un énième parti politique. C'est pour cela que nous voulions fusionner le maximum de partis politiques existants et d'organisations de la société civile. On a fini par s'accorder sur un texte qui était rédigé par ceux qui avaient pris part à cette aventure. Et le 13 août 2012, nous avons décidé d'organiser une conférence de presse à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Nous avons loué et payé les frais. Sans aucune publicité chez internautes. Oui, peut-être n'aurais-je pas dû mentionner expressément le nom de l'hôtel, en tout cas un grand hôtel de Yaoundé. Oui. Voilà. Et nous avons fait les déclarations conformément à la législation en vigueur auprès du sous-préfet compétent. Et donc le 13, tout naturellement, nous allions tenir notre conférence de presse, sauf que nous avons été envahis et séquestrés par une escouade d'agents de forces de maintien de l'ordre conduits par le sous-préfet en personne. Et nous avons quand même tenu ferme à tenir notre réunion parce que nous n'avions pas un arrêté d'interdiction. Donc il n'y avait aucune raison que l'on se disperse. Dès lors qu'ils ont constaté que nous tenions ferme, ils ont éteint les lumières. Ils ont empêché toute personne d'entrer. On pouvait sortir, mais pas entrer dans la salle. Et donc ils ont éteint les lumières. Mais nous avons continué à parler avec la lumière des torches et de nos téléphones portables. Et notre camarade qui devait lire l'arrêté du sous-préfet, qui prenait acte de ce que nous devions organiser cette réunion publique, on a donné lecture de cet arrêté dans l'obscurité. Mais quand ils ont constaté que le micro se poursuivait, ils ont coupé toutes les lumières, y compris le micro. Mais nous avons poursuivi quelques instants dans la salle et nous nous sommes dispersés. Ensuite, il y a eu, comme vous le savez, la convention de lancement qui s'est faite le 29 septembre dans des conditions extrêmement, de 2012 dans des conditions extrêmement difficiles, puisque nous n'avons pas pu tenir notre convention dans une salle, donc je ne vais pas donner le nom puisqu'il ne faut pas faire la publicité, d'un établissement sur la route de la nouvelle route Bastos, mais nous avions un plan B, et c'est ce plan B qui nous a permis de tenir pendant la nuit du 29 au 30 septembre notre convention de lancement, et le parti était ainsi né et lancé. Professeur, le principe de cette émission, c'est de donner la parole aux internautes, et on va lire quelques-unes des questions qu'ils ont déjà pris la peine de vous poser après cette légère respiration.
pour le professeur les premières questions que nous avons relevées. Avidi Franck Anissé, professeur, vous pose la question suivante. Comment allez-vous faire pour créer les emplois? Là, on entre dans votre programme politique déjà. Oui. D'abord, nous avons identifié les secteurs où il y a d'importants gisements d'emplois au Cameroun. Le premier secteur est celui de l'agriculture et de l'industrie de l'industrie largement parlant, mais de l'industrie donc du secteur agro-industriel. Et l'autre secteur, c'est le secteur des technologies de l'information et de la communication. Dans le secteur agricole, nous entendons mettre en place des filières complètes dans le domaine agricole, c'est-à-dire allant de la production à la transformation et à la commercialisation. Et je pourrais d'ailleurs dire au conditionnement, parce que certains produits agricoles n'ont pas besoin d'être transformés pour être commercialisés, ils ont surtout besoin d'être conditionnés. C'est un secteur où nous pouvons en réalité créer des centaines de milliers d'emplois sur un mandat, au cours d'un mandat. Et nous l'avons dit à plusieurs reprises, c'est un de nos objectifs. Et pour ce faire, il faut commencer par régler une bonne fois pour toutes le problème foncier dans notre pays. Et comme je l'ai dit, nous entendons régler ce problème en organisant, au cours de la première année du mandat présidentiel, si les Camerounais nous font l'honneur de nous confier la charge de la direction de notre pays, les états généraux du foncier, avec la présence des autorités traditionnelles venant de tous les coins du pays, parce que ce sont eux qui sont directement en contact avec la terre. Et puis, les compétences administratives avérées dans le domaine foncier, les experts en matière foncière, pour que l'on discute et arrête un régime foncier qui corresponde à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un divorce entre les pratiques foncières sur le terrain et les textes et la législation foncière. Parce que si nous ne réglons pas le problème foncier, nous nous heurterons toujours à cette difficulté qui veut que un investisseur, même des nationaux, qui acquiert une partie de l'expansion agricole et de la création d'emplois. Ensuite, pour développer l'agriculture, comme je l'ai dit, nous allons mettre en place un semencier national, c'est-à-dire un organisme en charge de la production de la semence et de la mise à disposition de la semence auprès des agriculteurs. Parce que si vous n'avez pas un semencier national, vous pouvez dire que vous lancez le développement d'une filière, un programme manioc ou un programme maïs et avec des semences améliorées, et les agriculteurs vont demander mais où est-ce qu'on trouve la semence? Ils ne trouveront jamais la semence. Moi-même j'en ai fait l'expérience parce que peut-être ne le savez-vous pas, je me suis intéressé à l'agriculture, j'ai acheté avec titre foncier une exploitation agricole de 30 hectares que j'ai jamais pu exploiter parce que dès lors que j'ai commencé à investir, les gens sont sortis avec les machettes. J'avais un titre, j'ai toujours le titre foncier, mais pour la paix sociale, je me suis retiré et j'ai rien fait. Mais dès lors que je voulais les plants, par exemple, améliorer, parce que je voulais planter entre autres des avocatiers, j'ai pas pu les trouver. Il a fallu que je parcours plusieurs stations de l'IRAD pour chercher des plants d'avocatiers améliorés que j'ai pas retrouvés. Donc il faut régler le problème d'un semencier national. De surcroît, si nous n'avons pas un semencier national, vous savez qu'il y a des multinationales de la production des semences, comme Monsanto par exemple. Ils peuvent prendre les variétés de votre pays et ils vont breveter. Et ils les transforment de telle sorte que lorsque vous utilisez cette semence, vous produisez, mais vous ne pouvez plus semer, parce que si vous semez, ça ne pousse pas. Donc, vous allez toujours acheter cette semence à l'étranger. Donc, ça permet aussi de préserver nos variétés. Donc, là, dans le secteur agricole, nous pouvons produire avec effectivement la transformation dans le domaine agro-industriel et l'ouverture des marchés. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, je crois que la jeunesse camerounaise est un réservoir de talent dans le domaine.
Et je sais ce qui s'est passé ailleurs pour que, par exemple, un pays comme le Kenya soit aujourd'hui un des plus gros producteurs justement de talents et notamment de software dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication, parce qu'on a mis le cadre. Vous savez, ce sont des jeunes Camerounais par eux-mêmes qui ont mis en place ce que nous appelons le Silicon Mountains à Buea. Il n'y a eu aucun accompagnement des pouvoirs publics. Ce sur quoi je m'engage, c'est que demain, c'est l'État qui va mettre en place le cadre dans lequel ils vont s'épanouir. Tenez, au Kenya, qu'est-ce qu'on a fait? C'était sous Moi Kibaki. On a constaté qu'il est difficile pour un jeune qui a un talent fou de pouvoir trouver, alors qu'il vient de sortir de l'école, les moyens de payer un loyer, de se payer une secrétaire et peut-être d'acquérir le matériel informatique. Alors, on crée ce cadre-là. On crée un parc immobilier où ils peuvent avoir des bureaux, parfois même avoir des ordinateurs avec des unités centrales assez puissantes pour pouvoir effectivement développer des projets qu'ils ont envie de développer. Et ils ne payent aucun loyer. Donc si vous mettez des jeunes Camerounais dans ces conditions, c'est ce que je me propose de faire, pendant 6 mois ou pendant 1 an, en 10 ans, on ne vous demande rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est de créer de la richesse. À partir de votre intelligence, ils vont vous sortir des choses extraordinaires. C'est comme ça que les jeunes Kenyans ont pu, par exemple, mettre au point ce qu'on appelle le logiciel M-Pesa, c'est-à-dire de transfert d'argent, donc la monétique que l'on trouve aujourd'hui et qui est exportée partout dans le monde. Voilà donc un des domaines dans lesquels nous allons créer beaucoup d'emplois. Et je termine justement en disant que vous connaissez tous les talents camerounais qui existent déjà dans ce domaine. À l'occasion de mon message du 11 février, j'en ai cité quelques-uns, n'est-ce pas? Il y a le cardiopathe, il y a le jeune Madiba et plein d'autres, n'est-ce pas? Et ce serait long. Donc vous voyez que s'ils sont mis dans des conditions où ils peuvent créer des choses, alors effectivement, on peut créer beaucoup d'emplois dans ce domaine. Professeur, ça veut dire que vous aurez beaucoup à dire, notamment sur la question de l'emploi, en sachant ce que les pays africains, pas seulement le Cameroun, vivent, les jeunes de ces pays vivent avides. Franck Anissé revient pour vous poser la question suivante. Que pensez-vous du franc CFA? Ça également, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive par-ci par-là. Je pense que on a voulu que je sois inaudible sur le franc CFA. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais j'ai toujours dit que la question du franc CFA, la sortie du franc CFA n'est plus, en tout cas pour moi, un débat. Parce que quand vous parlez de la monnaie, il y a l'aspect politique et l'aspect technique. Oui. Sur l'aspect politique, voilà, l'aspect politique, la décision de retrait du franc CFA est actée. Nous disons, nous allons nous retirer du franc CFA. Mais nous disons, il y a l'aspect technique. Il faut demander aux experts techniques de nous donner tous les outils nécessaires pour que nous sortions de cette monnaie dans les meilleures conditions. Oui. Voilà. Et donc, c'est tout ce que je dis. Pour résumer, pour faire bref, voilà ce que je vous dis. Et maintenant, l'aspect technique, certainement, il est également intéressé par cet autre aspect technique. Alors, je peux en dire quelques mots. Quand je parle de l'aspect technique, c'est quoi? C'est de dire, nous faisons par exemple aujourd'hui partie du franc CFA, mais dans le cadre d'une zone, ce qu'on appelle la zone franc, qui est aujourd'hui divisée en deux. Il y a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale avec ses marques. Donc nous pouvons décider de nous retirer du franc CFA, mais en restant entre nous, Africains, qui avons cette monnaie en commun, c'est-à-dire les 16 États, Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ça, c'est une première option possible. Mais nous pouvons aussi sortir en restant simplement entre nous, entre États de la CEMAC, c'est-à-dire États de l'Afrique centrale utilisant le franc CFA. Deuxième option. Mais troisième option, nous pouvons nous retirer en tant que pays, c'est-à-dire en choisissant d'avoir une monnaie nationale camerounaise, nous seuls. C'est une troisième option. Je voudrais que les experts puissent nous éclairer là-dessus au maximum. Mais il y a également d'autres aspects purement pratiques qu'il faudra mettre en place avant de sortir du franc CFA. C'est-à-dire, quand vous sortez d'une monnaie, vous allez créer donc une monnaie nouvelle. Est-ce que vous avez déjà mis en place l'infrastructure nécessaire pour le faire? Est-ce que vous pensez que le Cameroun a le potentiel pour mettre en place ces infrastructures dont vous faites allusion? Mais à l'évidence, je pense que cela ne fait de doute pour personne. Vous voyez, si je prends simplement par comparaison un pays d'un niveau comparable à celui du Cameroun, c'est le Ghana. Le Ghana a à peu près la même population que nous. Nous sommes en termes de superficie plus grands que le Ghana. Nous avons le même potentiel économique. Ils ont une monnaie depuis toujours, depuis leur indépendance, le Cedi, et qu'ils gèrent très bien.
Il y a une bourse des valeurs du Ghana qui est, je crois, la troisième bourse en Afrique centrale, en Afrique occidentale, après la bourse de Lagos, la bourse d'Abidjan et la bourse d'Accra. Donc, il n'y a pas de raison. On a fait croire aux Africains qu'ils ne pouvaient pas gérer eux-mêmes une monnaie. On a fait croire surtout aux Camerounais que nous n'avions pas de compétences pour le faire. Je n'ai cessé de le dire. On a la chance que parmi les Africains qui ont réfléchi le plus sur le franc CFA, et depuis des années, les Camerounais sont parmi les plus nombreux et sans doute parmi les premiers. Chouindian Pouemi est celui qui a écrit un ouvrage de référence sur la question, que beaucoup de gens citent sans le citer lui-même. D'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison. Nous avons d'autres experts dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils sont encore dans des institutions financières internationales qui ont écrit là-dessus, qui ont pris des positions très claires. Et qui, si le Cameroun demain devait sortir du franc CFA, pourraient recourir à leur expertise pour l'aider à sortir dans les meilleures conditions possibles. Professeur, tout conflit des mondes, selon vous, qu'est-ce qui bloque? Quoi donc? La mise sur pied d'une structure d'une monnaie camerounaise, je pensais que cette question doit être posée à ceux qui sont en charge des affaires de l'État aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à leur place. Et je réalise d'ailleurs, voyez-vous, vous me donnez là une occasion de dire que je constate que on me pose beaucoup plus souvent cette question, par exemple, qu'à ceux qui dirigent les pays, en leur disant, mais enfin, pourquoi vous ne sortez pas du franc? Il faut qu'ils vous disent clairement pourquoi ils ne sortent pas du franc CFA. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Moi, je ne suis pas en charge de la direction des affaires du pays. Je vous ai dit ce que je ferai dès lors que je serai en capacité de diriger le pays. Alphonse Saïssi Abena, M. Kamto a-t-il été un militant du RDPC? À l'installation du maire de Bangou en 2007, il arborait une écharpe du RDPC. C'est un mensonge grossier. Et je voudrais, comme vous avez dit à nos internautes, qu'ils n'avancent pas de fausses informations. On peut ne pas aimer M. Kamto. On peut vouloir l'accabler de tout, mais il faut au moins que les Camerounais soient sincères et disent la vérité. Je n'ai jamais milité dans un parti politique, quel qu'il soit, avant le MRC. Même sous le parti unique UNC, je n'ai jamais milité dedans. Je n'ai jamais milité dans le RDPC, je n'ai jamais milité dans le SDF. J'ai milité pour la première fois dans le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce monsieur, sauf si c'est une photo tronquée, ne peut jamais vous montrer Kamto avec une écharpe. Pourquoi est-ce qu'on peut être aussi grossier? J'ai fait, lorsqu'on m'a nommé au gouvernement, j'ai fait une tournée sociale. Tout le monde, à l'époque, ceux qui étaient nommés ministres, faisaient des meetings de remerciement du RDPC dans leur village. Moi, j'ai fait une tournée sociale dans les 9 villages des hauts plateaux où j'ai fait des actions sociales plutôt que justement de chanter les louanges d'un parti politique. Professeur, les questions arrivent. Quels sont vos rapports avec les autres chefs d'État africains et surtout d'Afrique de l'Ouest? Avez-vous des collisions avec les lobbies internationaux? Ivor Chavez Truente. Quand on dit collision avec les lobbies internationaux, qu'est-ce qu'un lobby international? Je ne sais pas. Moi, je connais quelques chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, ne serait-ce que parce que j'ai travaillé pour leur pays. Mais moi, je suis par tempérament celui qui ne met pas sur la place publique sa galerie de photos pour dire que j'étais avec tel ou tel chef d'État. Il n'y a aucune raison. J'ai été décoré par des chefs d'État étrangers pour le travail que j'ai fait pour eux, entre autres devant la Cour internationale de justice. Mais ne vous attendez pas à ce que je vienne commencer ici à égrener les noms des chefs d'État que j'ai déjà pu rencontrer. Donc, voilà. Bonjour professeur, est-ce que vous seriez prêt pour une union avec les autres partis politiques? C'est ce que j'appelle et demande de tous mes voeux. Si cet internaute a suivi un peu mon discours de clôture à la fin de notre convention, il aura réalisé que j'ai eu une main tendue à tout le monde, à tous les candidats de l'opposition, à toutes les formations politiques de l'opposition, et y compris aux patriotes du RDPC qui ont envie que nous travaillions ensemble pour remettre notre pays sur de bons rails, pour faire un développement inclusif dans notre pays et pour hisser le Cameroun au niveau où il doit normalement être. Professeur, que pensez-vous des primaires, comme le proposent certains candidats? C'est une question d'internaute. C'est ça. J'ai déjà eu à réagir à cette question, mais je vais le redire ici. Avant même que je ne sois investi par
mon parti pour être son candidat à l'élection présidentielle, j'avais déjà eu à réagir à cette question. J'ai posé la question suivante. Les primaires, c'est bien, mais comment est-ce que nous les organisons concrètement? Et jusqu'à présent, personne ne m'a répondu, parce que organiser des primaires suppose que nous définissions d'abord le corps électoral pour les primaires. Qui sont ceux qui vont participer aux primaires? Qui va voter, premièrement? Deuxièmement, l'infrastructure des primaires. Les bureaux de vote seront où? Troisièmement, qui seront les scrutateurs? Quatrièmement, quel est l'organisme qui proclame les résultats? Cinquièmement, quel est l'organisme qui règle les contestations, c'est-à-dire s'il y a un contentieux électoral? Cinquièmement, comment est-ce qu'on finance? Parce que ça coûte de l'argent. Donc, je pense que peut-être ceux qui proposent les primaires ne se sont pas vraiment penchés sérieusement sur cette question. Parce que si nous ne le faisons pas, on va faire quelque chose qui va faire créer plus de confusion que de clarté dans ce que les Camerounais attendent. Atangana Joe Wilfried, grand prof, êtes-vous pour la double nationalité? Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, oui, sans hésitation. Parce que je crois que les Camerounais, nos compatriotes, qui sont à l'étranger ou même qui vivent au Cameroun et qui désirent acquérir une autre nationalité, devraient pouvoir l'acquérir. Nous sommes dans un monde de mobilité où il est de plus en plus fréquent qu'on vive à plusieurs endroits tout au long de sa vie, qu'on travaille dans plusieurs pays différents tout au long de sa vie. Et parfois, les nécessités d'une meilleure intégration dans ce pays-là vous amènent à acquérir la nationalité de ce pays. Mais cela ne veut pas dire que vous cessez d'aimer votre pays d'origine. Vous restez patriote. Et donc, pour faciliter justement la participation de ces Camerounais-là, qui, pour des raisons professionnelles, pour des raisons parfois de facilité et pour diverses autres raisons, ont acquis la nationalité étrangère, de s'insérer dans le processus de développement au Cameroun, je pense qu'il faut acter la double nationalité. Chers internautes, nous faisons le devoir de lire autant que faire se peut les questions que vous posez, mais vous comprendrez également que notre invité doit répondre à vos questions. Donc nous allons revenir autant que possible aux questions que vous posez. Professeur, une autre réaction. Comment prétendez-vous militer pour un parti alors que votre épouse milite pour un autre parti, selon celui au pouvoir, le RDPC en l'occurrence? Question d'internaute. Oui, bon, je crois que peut-être l'internaute me donne l'occasion justement d'attirer l'attention sur... il y a une volonté de manipulation. Bon, ça fait, vous me direz, ça fait un peu partie de la campagne. Hein. On intoxique, on dénature. Comment des Camerounais qui ont suivi la convention du MRC, sauf s'ils ne l'ont pas suivi, qui ont vu mon épouse à la convention, avec moi, avec l'écharpe du MRC, qui ne l'ont jamais vue avec une tenue du RDPC, viennent dire qu'elle est du RDPC. Personne ne peut ni montrer mon épouse en tenue du RDPC, ni encore moins montrer sa carte du RDPC. Pourquoi peut-on désinformer à ce point? Donc je voudrais rassurer ce compatriote, je ne sais pas s'il est jeune ou pas, de ce que ce problème-là ne se pose pas, parce que mon épouse n'est pas une militante du RDPC. Mais même si ça avait été le cas, je connais beaucoup de familles au Cameroun et à l'étranger où les deux membres du couple militent dans des partis différents. Et j'en connais même aujourd'hui encore au Cameroun. Alors, quelle est la place de la femme si jamais vous êtes élu président de la République en 2018? Quelle est la place que vous allez donner à la femme dans votre gouvernement? Notre question d'internaute. C'est une place importante. Ce ne sera pas une place symbolique. J'ai dit au MRC, et le candidat que je suis aujourd'hui en prend l'engagement, la femme ne sera pas confinée à un rôle d'applaudissement. Si j'étais en capacité de gouverner le Cameroun demain, la femme occupera des postes ministériels qui ne sont pas dédiés. C'est-à-dire parce que quand on parle de la femme, on voit le ministère des Affaires sociales, on voit le ministère de la famille, oui. Des choses comme ça. C'est vrai, on me dira qu'aujourd'hui, on a pour la première fois promu une femme au PTT. Mais moi, je dis, la femme
disons, un gouvernement dirigé par un président élu sous les couleurs du MRC, donc si j'étais élu président de la République, la femme occupera des ministères de souveraineté. Je ne vois pas pourquoi une femme ne serait pas ministre de la Défense au Cameroun. Pourquoi une femme ne serait pas ministre des Finances au Cameroun. Pourquoi une femme ne serait pas ministre des Affaires étrangères au Cameroun. Donc je peux vous dire très clairement que si nous avons des profils de femmes qui leur permettent d'occuper ces responsabilités, il n'y aura aucune hésitation à cet égard. En tout cas, je prends l'engagement que les femmes n'occuperont pas des positions symboliques dans un gouvernement sous mon autorité. Chabog Laurens, une sortie collective du franc CFA ne serait pas un boulet à la longue pour le Cameroun, professeur? C'est pour cela que j'ai dit, il a raison de poser cette question. Il se pourrait que ce soit le cas. C'est pour cela que j'ai dit, ça ce sont des questions pour lesquelles nous avons besoin de réponses d'experts. Moi, j'ai fait un peu d'économie et de finance, mais je me garde de me transformer en expert en tout. Donc, lorsqu'il s'agit des domaines d'expertise pointus, il vaut mieux demander aux gens qui sont spécialistes dans le domaine de nous dire justement de quelle manière on pourrait sortir sans que cela ne soit préjudiciable à notre pays, à son économie, à son peuple. Est-ce que c'est bien en sortant collectivement? Est-ce que c'est bien en faisant une monnaie nationale? Et comme vous pouvez l'imaginer, les dispositions à prendre ne seront pas exactement les mêmes suivant qu'on sort collectivement ou que l'on sort individuellement. Professeur, si vous étiez président de la République, quelles sont les mesures que vous prendrez pour résoudre les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest? Et que pensez-vous du fédéralisme? Question d'internaute une fois de plus. Merci à l'internaute de me permettre de revenir sur cette question extrêmement importante. J'ai dit que, élu président de la République du Cameroun, je me donne 3 mois pour régler la crise anglophone. 3 mois. Parce que nous avons suffisamment réfléchi à la question. Premièrement, je me rendrai personnellement, physiquement, dans les 2 régions anglophones. Jusqu'à présent, j'ai préconisé et proposé au président de la République actuelle qu'à défaut d'y aller, il puisse y envoyer une délégation politique composée des autorités religieuses, des chefs traditionnels, des responsables des partis politiques venant des différentes régions du pays pour aller porter un message de paix et essuyer les larmes. Si je suis élu président de la République, je n'ai plus besoin que quelqu'un le fasse. J'irai moi-même essuyer d'abord les larmes de mes compatriotes en les rassurant qu'ils sont des Camerounais à part entière, en leur faisant comprendre que je comprends leur mal-être et la douleur par laquelle mes compatriotes de ces 2 régions sont passés. Je ne peux pas dormir tranquille, comme je l'ai dit, en sachant qu'il y a des Camerounais, voyez-vous, qui doivent se réfugier dans les forêts parce que leurs maisons et leurs villages ont été brûlés. Je ne peux pas dormir tranquille en imaginant. Ils sont obligés d'aller chercher des maisons justement ailleurs dans des pays voisins. Absolument. Je ne peux pas rester en paix en sachant que des Camerounais tirent sur des Camerounais. Ce sont quand même, qu'ils soient sécessionnistes ou des éléments des forces de défense de notre pays, ce sont des Camerounais, ils se tirent dessus. Nous ne pouvons pas regarder cela comme un spectacle macabre. Je ne peux pas rester en paix en sachant qu'il y a des milliers de mes compatriotes dans les camps de réfugiés au Nigeria. Donc ce sera une priorité et une urgence nationale pour moi. Donc une fois que je suis allé essuyer les larmes de mes compatriotes, parce que l'État dégagera les moyens pour les aider à reconstruire leur village et à démarrer de nouvelles activités. Ça, j'en prends l'engagement. Parce que l'État veillera à ce que les établissements scolaires qui ont été brûlés et les centres de santé soient reconstruits pour que les enfants reprennent les chemins de l'école. Après cette étape, je vais convoquer le dialogue national. Nous connaissons les acteurs légitimes de la partie anglophone qui peuvent et doivent prendre part à ce dialogue national inclusif pour que nous discutions ensemble. Ce sont des patriotes, ce sont des gens qui aiment leur pays. Moi, je suis allé, il n'y a pas plus de 2 ou 3 semaines, à Limbe, à Buea d'abord, puis à Limbe. J'ai rencontré des personnalités là-bas, on en a discuté. Croyez-moi franchement, ce ne sont pas des sécessionnistes. Il y a une marge. D'ailleurs, cette marge sécessionniste, ce groupe marginal sécessionniste, en réalité, ce sont des gens qui, pour la plupart, ont été poussés à l'extrême, faute d'attention à leurs revendications. Donc ce sont des gens
que l'on peut ramener autour d'une table de dialogue et je suis sûr que l'on trouvera une solution. Maintenant, qu'est-ce que je pense du fédéralisme? J'ai dit, ma position là-dessus est claire. Je voudrais une large autonomie pour toutes les régions du Cameroun, avec un statut spécial ou des compétences spéciales pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maintenant, que l'on appelle ça régionalisme ou fédéralisme, ça c'est l'enveloppe. Le débat ou le dialogue que nous allons tenir va nous permettre de choisir le terme le plus approprié. Mais ce que je sais, c'est que nos compatriotes des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont besoin d'avoir l'autonomie de gérer leurs affaires, de se développer et surtout de préserver leur héritage culturel. L'héritage culturel qu'ils ont eu, comme nous les francophones, de la présence anglaise dans leur territoire, enfin dans leur région, pendant une quarantaine d'années, disons de 1916 à 1961. Professeur, quelle est la politique que vous entendez mettre sur pied pour les Camerounais de la diaspora? Je viens de dire que nous allons acter la double nationalité, c'est-à-dire que nous allons faire passer une loi sur la double nationalité au Cameroun. Et nous allons, je l'ai dit, depuis au moins 2014-2015, mais c'est déjà d'ailleurs dans notre projet de société que nous allons mettre en place une structure gouvernementale, qu'on appelle cela ministère, secrétariat d'État ou une agence nationale en charge des Camerounais de l'étranger, c'est-à-dire de la diaspora, pour que cette agence puisse non seulement les recenser, identifier les compétences de la diaspora et faciliter leur retour. Nous savons qu'ils ne rentreront pas tous, mais nous voulons créer les conditions pour que le maximum de Camerounais qui sont à l'étranger puissent revenir dans notre pays pour apporter leur contribution au développement de notre pays. Nous considérons la diaspora dans une relation stratégique comme un des leviers majeurs du développement industriel et technologique du Cameroun de demain. Ce sont des gens bien formés, qui ont l'expérience internationale, qui ont travaillé dans de grandes entreprises et dans les projets que nous avons demain, nous les voyons jouer un rôle déterminant. Un rôle important. Alors, une autre question d'internaute. Quelle est la politique que vous entendez également mettre sur pied pour les handicapés? J'ai beaucoup de peine à prononcer ce mot de cette façon-là, parce qu'ils se sentent parfois marginalisés. Mais j'imagine que cet internaute est l'un de ces Camerounais-là. Ils ont bien raison d'être préoccupés par cette question qui nous préoccupe depuis le début. Quand nous avons lancé le mouvement pour la renaissance du Cameroun, un de mes conseillers, un des conseillers du président national du MRC était une personne vivant avec un handicap, dont une personne handicapée. Et bon, ce sont les manœuvres gouvernementales, le ministre des Affaires sociales de l'époque qui, d'une façon ou d'une autre, avec des pressions, avec des appâts, les ont détachés de nous. Mais nous avons toujours gardé les bras ouverts. Nous n'avons cessé. C'est parce que nous ne faisons pas des démonstrations. Nous avons offert des choses aux personnes vivant avec les handicaps sans appeler les médias pour les filmer. Nous avons offert des fauteuils roulants à plusieurs personnes vivant avec les handicaps. Ici même à Yaoundé ou à l'Ouest, nous avons offert des choses. Donc, dans la mesure de nos moyens, nous nous soucions déjà de ces personnes. Mais nous allons plus loin. Vous avez vu que dans la composition du bureau des différents directoires nationaux, les différents organes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous avez des personnes vivant avec handicap. Vous avez vu une personne non-voyante qui est membre du bureau des jeunes. Vous avez vu une personne handicapée moteur qui est membre du bureau du directoire national des femmes. Mais je vais plus loin. Dans nos politiques publiques demain, et en particulier la construction des infrastructures publiques, des bâtiments publics, nous respecterons strictement les normes qui permettent aux personnes handicapées d'accéder facilement aux édifices publics. Et ces normes doivent être progressivement généralisées également au secteur privé, c'est-à-dire aux personnes privées qui construisent, par exemple, des bâtiments à usage de bureaux ou à usage commercial. Ils devront veiller effectivement à créer des plateformes qui permettent, par exemple, à quelqu'un qui est en fauteuil roulant d'y accéder facilement. Maintenant, nous voulons, du point de vue de l'insertion des personnes handicapées dans le tissu productif national et en particulier dans l'administration, nous allons
préconiser et adopter un texte qui fixe un quota minimum des personnes handicapées dans les concours publics. Nous pensons qu'un taux d'environ 5% n'est pas excessif et qu'on peut au moins prévoir 5% des places pour les personnes handicapées dans les concours d'admission à l'ENAM, à l'IRIC et dans tous les autres secteurs de la fonction publique où on peut effectivement accueillir des personnes handicapées. Je signale d'ailleurs qu'il ne faut pas croire qu'une personne handicapée, parce qu'elle est handicapée, est un Camerounais à part ou qu'il peut moins contribuer. Vous savez, le ministre des Finances de l'Allemagne, la première économie européenne et l'une des principales économies au monde. Monsieur Schraube, jusqu'à récemment, il vient de quitter ses fonctions pendant plus de 5 ou 6 ans. Il était handicapé, il était en fauteuil roulant. Un puissant ministre des Finances, mais ça, tout respecté dans toute l'Europe. Sa compétence n'était discutée par personne. Donc il faut cesser de considérer les personnes handicapées comme des personnes nécessiteuses. Elles n'ont pas besoin de notre pitié, elles ont besoin de notre respect. Et je peux vous dire que nous ferons tout pour que ce respect leur soit accordé. Professeur, les questions défilaient et je crains de ne pas pouvoir les poser toutes, mais celles que je peux lire là, je vais vous les faire parvenir. Professeur, on accuse votre parti, le MLC, d'être un parti tribaliste. Qu'en pensez-vous? Les faits parlent d'eux-mêmes, pardon. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et je pense qu'on veut détourner l'attention des Camerounais des vrais sujets. Depuis la création du MRC, certaines personnes se sont fait un devoir de lui accoler cette étiquette. Si on avait toute l'après-midi pour cette seule question, je pourrais dire des tonnes de choses. Mais je crois que, pour ne prendre que notre deuxième convention ordinaire, soit on est sourd, soit on est aveugle, une telle remarque n'a pas de sens. Je vais vous donner la composition du directoire national du MRC. Le président s'appelle Maurice Kamto, il est de l'Ouest. Le premier vice-président s'appelle Mamadou Yakouba, il est de l'extrême nord. La troisième vice-présidente s'appelle Madame Noah Tiriane, une jeune dame d'une trentaine d'années. Elle est du centre, de la Meufo à Kono. Le quatrième vice-président s'appelle M. Tabi Johnson, il est du sud-ouest. La cinquième vice-présidente s'appelle Madame Aïssatou Sadou. C'est une jeune dame de moins de 30 ans, d'environ 25 ans, dont elle combine jeunesse et féminité. Elle est du Nord. Le secrétaire général s'appelle Maître Ndong Christopher, avocat. Il est du Nord-Ouest. Le trésorier national s'appelle M. Alain Fogueté-Don. Il est de l'Ouest. J'ai 2 conseillers spéciaux. Le premier est M. Biloa Efa. Il est du centre. Le deuxième est M. Amadou Ben Bapa. Il est du Nord, de l'extrême Nord. Si c'est ça, être tribaliste, alors j'accepte que parce que j'aime tous les Camerounais, je suis tribaliste. Je pense que l'internaute et ceux qui ont posé les questions allant dans le même sens ont reçu la réponse à cette question. Professeur, une question sur l'économie. Quand répondez-vous aux Camerounais qui vous accusent de conflit d'intérêts dans une affaire de 14 milliards? La précision n'a pas été faite. Oui, je crois que c'est une vieille affaire. On a sorti ça pour la première fois, dès que ma toute première sortie, c'était fin 2012 ou 2013, on a sorti cela. À l'époque, on parlait de 40 millions d'euros. Donc, voilà. Donc l'équivalent, je crois, plutôt de 24 milliards. Après, je ne sais pas pour quelle raison, nous avons fait un meeting extraordinaire le 25 juin 2016 à Bamenda. Personne ne nous y attendait. Meeting extraordinaire. Et dès ce soir-là, on a lancé l'affaire de 14 milliards. Kamto a détourné 14 milliards. Donc j'ai rédigé un code pénal, et j'ai perçu pour cela 14 milliards. Je crois qu'il faut, à un moment donné, que les Camerounais sachent raison garder. Parce que si c'est cela, faire de la politique, alors nous sommes au degré 0 de la politique. Alors nous ne trouverons pas de dirigeants sérieux dans ce pays. Parce qu'on veut absolument montrer que personne n'a de valeur au Cameroun. Que personne n'est propre au Cameroun.
Alors cette affaire, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un marché d'élaboration de 3 codes au ministère de la Justice. Le code civil, le code de procédure civile et la refonte du code pénal. C'est un marché qui a été attribué sur appel d'offres, ce n'est pas un marché de gré à gré. Donc on a publié dans Cameroun Tribune l'appel d'offres. Plusieurs cabinets ont répondu, parmi lesquels le cabinet Brain Trust, dont je suis un des fondateurs. J'ai toujours dit que ce marché d'ailleurs a été attribué pendant que j'étais à l'étranger. J'y reviendrai. Donc, marché attribué sur appel d'offres. Plusieurs cabinets ont soumissionné. Les dépouillements ont eu lieu, d'après ce qu'on m'a dit, conformément à la réglementation en vigueur, et le cabinet Brain Trust a été attributaire du marché. Je crois que ces 2 autres concurrents qui sont restés jusqu'au bout, évidemment, qui ont pris part au dépouillement, n'ont pas gagné le marché et n'ont jamais contesté. Vous savez qu'on peut contester l'attribution d'un marché. Ils l'ont jamais contesté. Le cabinet Brain Trust donc a fait son travail, a rédigé les 2 codes civil, code de procédure pénale, et a fait la refonte du code pénal. Donc, enfin, a rédigé le code civil, le code de procédure civile, et a fait la refonte du code pénal. Tout cela a été réceptionné par l'État. D'ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, a dit, je crois, dans une conférence de presse, quand les gens ont voulu mettre en doute la compétence du cabinet, lui-même a dit que ce cabinet affichait ce qu'il y avait de meilleur, n'est-ce pas, pour faire ce travail. Mais j'ai toujours posé la question suivante. Pourquoi a-t-on voulu faire croire que c'est moi qui ai gagné le marché, premièrement, alors que c'est un cabinet? Justement, quels sont les éléments qui les ont incités à vous citer nommément? Non, parce qu'ils disent que le cabinet Brain Trust, et je suis donc l'un des fondateurs du cabinet Brain Trust, donc en fait c'est moi qui gagnais le marché à travers Brain Trust. Pourquoi pas? On peut peut-être voir les choses de cette manière. Mais je voudrais que les choses soient très simples. Si j'étais le ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'aurais pu comprendre qu'on m'accuse d'avoir attribué un marché à mon cabinet. Ce n'est pas le cas. Si le marché avait été attribué de gré à gré, j'aurais pu comprendre que l'on dise, oui, il a choisi son cabinet, il lui a attribué. Le cabinet, le marché, je vous ai dit, a été attribué sur appel d'offres. Alors, et attribué par une commission de passation de marché. Il y avait une commission de passation de marché au ministère de la Justice, dont je n'étais pas membre. Le président de cette commission de passation de marché était le secrétaire général du ministère de la Justice, qui vit toujours. Les membres sont connus, certains sont à la Cour suprême. Ils vivent toujours, personne n'est mort. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était le chef du département de l'époque, vit toujours et est toujours au gouvernement. Mais vous constaterez que depuis 5 ans, on me harcèle, mais personne n'est jamais allé leur poser la question. Je voudrais donc que, si on veut éclairer les Camerounais, qu'on les éclaire complètement. Que les journalistes fassent leur travail de façon professionnelle. Ils avaient donc là l'occasion de recouper l'information et de me confondre. En disant, vous avez interféré dans l'attribution du marché, vous avez peut-être parlé à un membre de la commission, vous avez essayé de favoriser votre cabinet. Ça n'est pas le cas. On fait simplement circuler dans les réseaux sociaux, parce que ça fait bien ainsi. Il faut absolument qu'on trouve à redire. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « salissez toujours, il en restera quelque chose ». Comme je suis habillé en blanc là cet après-midi, tout le monde sait que si on jette la terre de Yaoundé sur moi, là, comme c'est très rouge, finalement, ce sera très difficile à détacher, il y aura quelques traces. Et donc, ces gens-là comptent là-dessus. Mais je crois qu'ils se trompent, parce que nous sommes à l'ère de l'information disponible pour tous, et les Camerounais ont la possibilité de vérifier les choses. Je vais vous dire ici une chose que je me suis gardé de dire jusqu'à présent. Je terminerai par là parce que c'est une question importante, comme elle revient très souvent. On a attribué ce marché. Je suis parti du Cameroun en septembre. En tant que ministre délégué, je représentais le Cameroun aux réunions de l'OADA. Et l'OADA devait tenir un sommet à Québec cette année-là, en 2008, pour adopter la révision du traité de l'OADA sur les questions linguistiques. Donc j'y étais allé. Mais cette même année 2008, j'étais candidat à la Cour internationale de justice, pour être juge à la Cour internationale de justice. Donc, de Québec, septembre,
Je suis allé directement à New York parce que ma candidature avait été posée très tardivement. Donc je devais battre campagne et j'ai battu campagne de septembre jusqu'en novembre, début décembre, parce que le vote a eu lieu, je crois, en novembre. Donc septembre, octobre, novembre, j'étais à New York. Je suis rentré au Cameroun que le 5 décembre. Et ça, sur autorisation de l'État, puisque j'étais candidat présenté par le Cameroun à la Cour internationale de justice. Ce n'était pas une escapade pour mener mes activités personnelles. Donc, c'est à mon retour que j'apprends que le marché a été attribué à Brain Trust. Madame, je vais vous dire ici ce que donc je dis pour la première fois. Je suis embêté de savoir qu'on a attribué le marché à un cabinet dont j'ai fait partie. Oui, parce que je me suis dit, je connais mes compatriotes. Quoi que je fasse, on croira que j'ai été impliqué d'une façon ou que j'ai interféré d'une façon ou d'une autre. Je vais voir le vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vais le voir dans son bureau. Et je lui dis, mais Monsieur le Premier ministre, vous savez que je suis de Brain Trust, enfin que j'étais de Brain Trust, c'est nous qui l'avons fondé. Il a dit, ben oui, on le sait. Et puis quoi? Je dis, mais parce que j'ai appris que le marché d'élaboration des codes, voilà, lui a été attribué. Et il me dit alors, il m'a posé 3 questions, madame, que je vais vous dire ici pour la première fois. Il m'a posé 3 questions. Il est vivant. Il m'a dit, est-ce que le marché a été attribué par appel d'offres ou de gré à gré? J'ai dit, je crois que c'est par appel d'offres. Il dit, oui, c'est par appel d'offres, en effet. Donc, on a sélectionné le meilleur. Deuxièmement, il m'a demandé, est-ce que vous êtes membre de la commission de passation du marché du ministère de la Justice? J'ai dit, évidemment, non. Et il m'a posé la 3e question. Est-ce que c'est vous qui attribuez les marchés au ministère de la Justice? J'ai dit, bien sûr que non, monsieur le Premier ministre. Il m'a dit, quel est donc votre problème? Je crois que quel est donc votre problème répond à la question de ces internautes qui reviennent tout le temps sur les 14 milliards que le professeur Camto aurait détournés. Professeur, nous passons à une autre question. Pendant la clôture de votre congrès, c'était une convention, nous tenons à le rappeler, il disait vous disiez que vous êtes élu et qu'il y aurait un procès, que vous alliez revoir, que si vous êtes élu, vous allez revoir le procès ou les procès de certains ministres qui sont aujourd'hui à Kondengui, M. Mebara et M. Marafa. Qu'en sera-t-il des autres? Que sont insinuez-vous que les autres là sont coupables? Ceux que vous n'avez pas cités, est-ce que vous insinuez qu'ils sont coupables? J'essaie de lire pour donner un sens. Hein? Je crois que la personne n'a pas suivi tout mon propos. Je l'ai dit à la conférence de clôture et je l'ai dit sur un plateau de télévision qui a bien voulu m'accueillir après notre convention. J'ai dit que je citais ces 2 cas-là parce que c'était des cas emblématiques. Et j'ai dit que ces dossiers seront examinés au cas par cas. J'ai dit que ces dossiers seront examinés au cas par cas, en raison de la façon dont on a mené l'opération Épervier. Donc, ces 2 cas emblématiques, j'ai donné les raisons pour lesquelles ils étaient emblématiques. J'ai dit que dans le cas du ministre d'État Marafa Hamidou Yahya, le comité des droits de l'homme des Nations Unies, dont le Cameroun est parti, a dit que son dossier était vide et que c'était un prisonnier politique et qu'on devait le mettre en liberté. Ce n'est pas moi, ce sont les Nations Unies. Et j'ai donc dit que fort de cela, il est important, justement, que si demain je suis en capacité de gouverner le pays, que je fasse demande que l'on examine son dossier. Je n'ai pas dit que j'exclurais les autres. J'ai dit dans le cas du ministre d'État Atangna Mebara que son procès, en tout cas un de ses procès, avait donné lieu à un non-lieu, c'est-à-dire qu'il devait être relaxé. Et au lieu de le remettre en liberté, on l'a gardé en prison pour ouvrir un nouveau dossier. Et je considérais que cela n'était pas de bonne justice de procéder de cette façon. Mais tous les autres dossiers, tous les autres cas, dans le cadre de l'opération Épervier, méritent notre attention parce que la manière dont cette opération est conduite donne l'impression, effectivement, qu'il y a eu glissement, au moins en chemin. Que même si l'idée, l'intention de l'auteur de l'opération Épervier était une bonne intention au départ, on a l'impression qu'en chemin, ça a dérapé pour devenir une opération politique. Et je pense que
on ne peut pas, il n'est pas de bonne politique dans un pays que l'on utilise la justice pour faire des règlements de comptes politiques. C'est ce que je dis. Donc, on reconsidérera des cas par cas. En fait, mon propos visait à dire qu'on ne prendra pas un texte global pour dire que tous ceux qui étaient emprisonnés dans le cadre de l'opération Épervier seront peut-être remis en liberté ou pas. Non, il faut examiner les cas, au cas par cas. Professeur, quelle est la politique que vous entendez mettre sur pied pour battre le candidat Biya si jamais il devait se présenter à cette élection présidentielle? Non, c'est pas, il n'y a pas de stratégie individuelle. C'est le peuple camerounais qui doit battre le candidat du RDPC à la prochaine élection. Et le peuple camerounais, pourquoi? Parce que le peuple camerounais, en tout cas, une bonne partie du peuple camerounais exprime sa souffrance, son désaccord avec ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Nous sommes dans un pays qui est de plus en plus profondément divisé sur le plan du vivre ensemble. Nous sommes dans un pays où une partie du territoire est plongée dans une guerre civile, que cela plaise aux uns ou aux autres, ou que cela ne plaise pas. Que l'on parle de guerre civile, ben c'est une réalité factuelle. Et donc tout cela fait qu'il y a suffisamment de colère dans le pays, il y a suffisamment de désaccord, et je pense que c'est au peuple camerounais. Et notre démarche, c'est l'alternance par les urnes et dans la paix. Cela veut donc dire que c'est une alternance citoyenne. Ça devient donc la responsabilité individuelle de chaque Camerounais. Personne ne va descendre du ciel et opérer un miracle. Si les Camerounais ne se mobilisent pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales, pour aller voter massivement le jour du vote et surveiller leur vote, surveiller les votes, pour qu'il n'y ait pas de manipulation. Ils doivent être là au moment où on dépouille, parce que le dépouillement est public, c'est la loi qui le dit. Ils doivent s'assurer que les bureaux de vote ne sont plus dans les casernes militaires, dans les chefferies traditionnelles. Tout cela va nous assurer la victoire. Chers internautes, je tiens à rappeler, avant de continuer avec des questions qui viennent, qui affluent, nous rappelons que nous sommes en direct de AAWTV Politics et notre invité cet après-midi, c'est le professeur Kamto. Professeur Kamto, faites-vous confiance à Elekam? C'est la question qui est posée. Nous avons, en 2013, passé un contrat de confiance avec Elekam. Comment? Je me souviens, j'ai pris part à une réunion à la préfecture de Yaoundé, présidée par le vice-président de l'ECAM, qui était alors maître Ebanga Eodo. Et au cours des débats, nous avons attiré son attention sur un certain nombre de dysfonctionnements, y compris le fait justement qu'on continuait à mettre des bureaux de vote dans les casernes militaires, alors que cela était interdit par la loi, parce qu'une caserne militaire n'est pas un lieu public, ouvert au public en tout cas. Et il nous a donné toutes les assurances. Il y avait là plusieurs autres partis politiques de l'opposition, le SDF et d'autres partis politiques. Nous avions exprimé la même préoccupation. Et il a dit, je vous garantis, cela n'arrivera plus. Et malheureusement, c'est arrivé. Puisque vous savez qu'en 2013, il y avait de nombreux bureaux de vote dans les casernes militaires. Il y avait eu 18 000 votes dans les casernes militaires. Et sur les 18 000 voix, à peu près 17 000 sont allés au candidat du RDPC. Donc, ce contrat de confiance a été rompu par Elekam lui-même. Nous n'avons pas confiance à Elekam. Parce qu'effectivement, Elekam n'a rien fait qui puisse nous permettre de dire qu'on a confiance en lui. Nous faisons avec parce que nous ne pouvons pas faire autrement. C'est pour cela que dans nos revendications, notamment s'agissant de la réforme consensuelle du code électoral, nous avons demandé que l'on revoie la composition de l'ECAM, parce que l'ECAM n'est plus composé n'a jamais été composé d'ailleurs, que des militants du RDPC. Je ne vous apprends rien que les tout premiers dirigeants de l'ECAM n'avaient même pas démissionné du RDPC, en violation manifeste de la loi. Et c'est quand il y a eu un tollé général que certains d'entre eux sont venus dire « mais on a démissionné ». Ils auraient dû démissionner de l'ECAM plutôt. Ah bon? Voilà, oui, mais dès lors qu'on les a pris la main dans le sac, ils auraient dû démissionner de l'ECAM et non pas rester dans l'ECAM et démissionner du RDPC. Donc c'était grotesque. Donc nous avons demandé que l'on revoie la composition de l'ECAM pour y mettre les représentants des partis politiques. Ne serait-ce que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale.
Quel est votre avis quelle est votre position par rapport aux APE signés par le Cameroun? J'ai toujours dit, et je n'ai pas varié sur cette question, je pense que en signant les accords de partenariat économique, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Parce que cela consacre l'ouverture de notre marché et bien sûr nous donne des facilités d'accès au marché européen. Sauf que c'est un marché de dupes. Parce que vous ne pouvez pas, même lors même que vous avez des facilités d'accès à un marché, en tirer profit si vous n'avez rien à exporter sur ces marchés, ou si peu. Alors que les autres ont beaucoup à exporter sur notre petit marché. Et donc, notre crainte, et nous l'avons toujours dit haut et clair, c'est que la petite industrie camerounaise bourgeonnante meurt avant de prendre racine. Parce qu'elle ne pourra pas supporter la concurrence de l'industrie européenne, qui est une vieille industrie, où la productivité est plus élevée, où parfois justement les équipements sont déjà amortis, où les coûts marginaux sont faibles et dont la compétitivité de leurs produits plus élevée. Vous savez, notre industrie qui était florissante au début des années 80 et vers la fin des années 80-90 a chuté, s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nos marchés étaient largement ouverts aux produits asiatiques, souvent bon marché, mais très compétitifs. Et notre industrie nationale n'a pas pu supporter la concurrence. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? On se voit toujours, on se retrouve toujours envahi justement par ce qui vient de la Chine. Non, mais c'est justement faute d'une politique industrielle nationale conséquente. Et justement, les APE ne feront qu'aggraver la situation. J'ai dit pour les APE, je suis très clair là-dessus, qu'il faudra les revoir. Soit on les renégocie, soit on voit comment on les amende, et soit on voit comment on s'en retire. Parce que je ne crois pas que lorsque la mise en application des APE aura atteint sa vitesse de croisière, notre industrie nationale pourra vraiment supporter la concurrence. Donc je pense que cela mérite effectivement d'être reconsidéré. Chers internautes, mesdames et messieurs, nous tenons à le rappeler autant que faire se peut et afin d'inviter les uns les autres, même si les questions arrivent, elles sont nombreuses à arriver, nous tenons toujours à rappeler que nous sommes sur AAWTV Politics et notre invité cet après-midi, c'est le professeur Maurice Kamto. Professeur, une autre question d'internaute, s'il arrivait que vous soyez élu, est-ce que vous alliez revoir de l'article 66 qui demande aux membres du gouvernement, à tous ceux qui gouvernent, de parler de leurs biens, de présenter leurs biens, avant et après? Là-dessus, je crois que nos compatriotes sont souvent en retard sur une information. Ils ne savent peut-être pas que l'article, il y a déjà eu une loi de 2006, et c'est nous qui avons préparé ce projet de loi quand nous étions au ministère de la Justice, et en tout cas c'est quand j'étais au ministère de la Justice qu'on a préparé ce projet de loi d'application de l'article 66 de la Constitution. Donc on a fait des progrès. En fait, il reste simplement la signature du décret d'application, c'est-à-dire du décret de mise en place effective, de la mise en place effective du comité qui va recevoir, recueillir les déclarations des biens et avoirs. Et donc moi, mon engagement, c'est que si vous voulez, si ce décret, comme je sais qu'il est déjà préparé, s'il est vraiment sur le bureau du chef de l'État, c'est l'un des tout premiers textes que je signerai en arrivant. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai intérêt à ce que les Camerounais sachent ma fortune avant que je n'accède aux fonctions présidentielles, pour que demain, ils ne croient pas que c'est parce que je suis devenu président de la République que j'ai eu X ou Y. Je voudrais qu'ils sachent exactement quels sont mes biens. Et pour que au moment de me retirer, il n'y ait pas de doute et d'ombre effectivement sur mon patrimoine. Que pensez-vous du système éducatif au Cameroun? Oh, ça c'est un vaste sujet. Vous savez que je suis de ceux qui ont introduit les débats sur l'éducation au Cameroun. Parce que tout le monde dit aujourd'hui, j'entends, chacun en parle et tout. Mais qui c'est qui, pour la première fois, a dit que le système éducatif camerounais actuel était inadapté? C'est le MRC, c'est moi. Et nous l'avons dit à la fois dans notre vision, projet de société pour le Cameroun, et tout le long de nos interventions publiques.
Le système éducatif actuel a été mis en place dans les années 60 et, comme on le dit souvent, assez calqué sur le système éducatif de l'ancienne puissance de tutelle pour produire des Camerounais capables de prendre la relève de l'administration coloniale et des cadres expatriés dans la gestion de l'administration publique et la conduite des activités du secteur privé. Ce système éducatif a donné tout ce qu'il avait à donner. Il a donné le meilleur de lui-même. Il était sans doute performant, mais il n'est plus pertinent au regard des défis actuels de notre société. C'est pour cela que j'ai dit, ce système est obsolète et nous voulons le changer de la maternelle à l'université en passant naturellement par le secondaire. Parce que nous estimons qu'il faut mettre l'accent sur un système éducatif qui suscite l'éveil de l'esprit de l'enfant à la découverte de son environnement et à l'innovation très tôt. J'ai dit souvent que si vous mettez un enfant avec des Legos, les mamans connaissent bien les Legos, ces petits bouts de plastique qu'on assemble, et vous lui dites de fabriquer quelque chose, par exemple une maison, peut-être il peut fabriquer plutôt un bateau en croyant qu'il fabrique une maison, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il soit entré dans la logique et le processus de fabrication de quelque chose. Voyez? Et donc, il va acquérir cette logique très tôt. Et il sera un acteur de l'innovation demain. C'est pour cela que nous mettons l'accent là-dessus. Et nous avons déroulé dans le détail comment nous allons restructurer le système éducatif demain, avec 3 pieds, 3 branches. Le premier pilier est le tronc central actuel, de la maternelle à l'université. Introduire les enseignements de mathématiques, des sciences, notamment la biologie, de la physique, de la géographie, des choses comme ça, dès l'école primaire. Ça y est, mais comme des matières secondaires, nous voulons faire des matières principales. On fait toujours croire aux jeunes Camerounais que les mathématiques sont très compliquées, que la physique c'est pour des génies. Ça n'est pas vrai. C'est peut-être pas très facile, mais si on prend la patience de bien expliquer aux gens, si on adopte une pédagogie adaptée, plus de Camerounais, que l'on ne le croit, seront aptes à suivre les enseignements dans ces matières. Or, ce sont ces matières qui préparent les esprits logiques demain, effectivement, à être des acteurs majeurs de l'innovation et de la création. Donc, le deuxième pilier, chez nous, sont ces structures de formation qui vont permettre aux Camerounais, déjà formés, d'acquérir un métier pour s'insérer dans le circuit de production nationale. C'est pour cela que nous avons promis de créer des instituts professionnels. Instituts professionnels dans tous les départements du Cameroun. Instituts professionnels qui permettent à des jeunes qui parfois ont des licences en droit, en sciences économiques et en lettres et qui ne trouvent pas de travail de changer de couloir. Et donc, partir du droit où on ne trouve pas de travail pour devenir, par exemple, un informaticien ou un électricien ou un électronicien avec une formation qui ne doit pas dépasser 24 mois. Parce qu'il a déjà un niveau qui lui permet d'assimiler très rapidement ce qui va lui être proposé comme enseignement. Et puis, à côté de ces instituts de formation professionnelle qui délivrent des diplômes, j'allais dire universitaires, il y a ce que nous appelons les centres de métiers. Les centres de métiers, c'est pour les jeunes Camerounais qui ont très vite quitté le circuit scolaire, par exemple, qui ont juste le CEP, ou parfois n'ont même pas eu le CEP, mais qui veulent acquérir un métier, qui veut devenir coiffeuse, qui veut devenir vendeuse, qui veut devenir un menuisier, un ébéniste. Donc, c'est un métier qu'il va apprendre. Et nous allons donc demander aux seniors, c'est-à-dire aux Camerounais parfois déjà retraités, mais qui ont des compétences avérées dans ces domaines, d'être des animateurs de ces centres de métiers pour transmettre leur savoir-faire aux jeunes qui vont venir. Et donc, vous allez voir des jeunes, par exemple, qui vont faire des lits mieux faits que l'on ne les envoie aujourd'hui. Par exemple, si vous allez au quartier Dakar, où on fabrique des lits, vous allez voir qu'il y a des lits, parfois c'est sculpté, de loin c'est très beau, mais quand vous vous rapprochez, il y a des défauts. Pourquoi? Parce que ces jeunes n'ont pas été bien formés. Et parfois, quand ils sont bien formés, il leur manque l'équipement. Donc nous voulons que dans ces centres de métiers, ils vont passer de 3 mois à 18 mois au maximum, ils acquièrent vraiment des métiers. Si vous voulez être un staffeur, vous n'avez pas besoin de la théorie, de physique. C'est comment est-ce qu'on prépare le staff, comment est-ce qu'on le pose correctement. Si vous avez besoin d'un carreleur, d'un plombier, etc. Donc ces centres de métiers vont en même temps nous permettre de résorber le chômage, parce que nous ne voulons pas que le seul destin, le seul horizon que l'on donne à notre jeunesse soit le bensikin ou autre chose.
Et donc, nous voulons sortir nos enfants de la rue. Vous voyez bien qu'un jeune qui est sur le Ben Sikin, c'est parfois quelqu'un qui a la maîtrise ou une licence. Et faute de mieux, il prend le Ben Sikin. Et 2 jours après, alors que ses parents ont investi beaucoup d'argent sur lui, alors même que l'État a investi de l'argent pour sa formation, 2 ou 3 jours après, il a fait un accident. Il n'est pas couvert par l'assurance. Il a une jambe cassée ou un bras, il devient une charge pour la famille. La famille comptait sur lui pour être un pilier de la famille, le voilà devenu une charge pour la famille. Nous voulons que cela cesse. Donc voilà le deuxième. Le troisième pilier du système éducatif camerounais, c'est la recherche et l'innovation. Nous voulons demain que tous les centres de recherche du Cameroun et toutes les écoles de formation d'ingénieurs aient un contrat de performance avec l'État sur un projet déterminé. C'est-à-dire que si l'école polytechnique de Yaoundé dit que j'ai une filière mécanique, je vais leur demander, est-ce que vous pouvez me mettre au point un moteur ou un véhicule, une voiture camerounaise? Au bout de 5 ans, on va signer un contrat, je vais mettre à disposition de l'école polytechnique les moyens de l'État qu'il faut pour qu'il mène à bien ce projet. Et si au bout de 5 ans, il a réalisé ce projet, c'est une victoire camerounaise, c'est une innovation qui va permettre le progrès du pays et on pourra mettre en place de nouveaux financements pour d'autres projets. Professeur, certainement vous aurez l'occasion de mieux vous Très bien. exprimer là-dessus. On comprend que ce sujet spécifiquement soit passionnant, mais les questions des internautes affluent. Il faut au maximum essayer de vous les donner. Et par rapport au système hospitalier, quelle est la politique que vous entendez mettre sur pied? Par rapport au système de santé au Cameroun, nous avons toujours dit qu'il faut rationaliser la carte sanitaire du pays. Les infrastructures de santé, c'est-à-dire les centres de santé et les hôpitaux, doivent être implantés là où il y a les populations et non pas là où il y a des hommes politiques. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un député qui se débrouille bien auprès du ministre de la Santé peut obtenir, par exemple, la création d'un centre de santé dans son village ou dans son quartier au village. Et si dans le même village, vous avez un haut fonctionnaire ou un ministre important, il peut obtenir lui aussi un autre centre de santé. Dans le même village ou le même quartier peut se retrouver avec 2 centres de santé, alors que plus loin, il y a des Camerounais qui doivent parcourir 5 km, voire 10, pour atteindre le premier centre de santé. Nous disons stop, il faut arrêter cela. Il faut décider la carte de santé avec les professionnels de santé et avec les statistiques démographique du Cameroun, pour savoir là où il y a les populations et implanter les centres de santé en conséquence. Nous pouvons demain décider que nous, en tant que Camerounais, nous ne voulons plus qu'un Camerounais parcourt plus de 2 km pour trouver un centre de santé. Et donc, nous allons, donc nous allons mailler le pays avec les centres de santé en conséquence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut équiper les centres de santé, c'est-à-dire relever le plateau technique des centres de santé, pour qu'ils aient un équipement minimum pour effectivement rendre les services que les populations attendent d'eux. Troisièmement, je pense que pour approvisionner nos centres de santé en médicaments de base, il faut soutenir l'industrie pharmaceutique nationale, que ce soit pour la fabrication des génériques ou la fabrication des médicaments courants contre le paludisme et d'autres affections courantes de santé publique. Nous devons pouvoir développer ces filières-là. Il y a déjà un embryon d'industrie pharmaceutique nationale. Il faut l'appuyer, l'accompagner et la développer. Et troisièmement, il faut développer l'industrie de matériaux, ce qu'on appelle de matériel de santé, à la fois pour la fabrication du petit matériel de base et pour la maintenance. Voyez-vous, chère madame, aujourd'hui encore, nous avons des centres de santé qui n'ont pas de lit d'hôpitaux corrects parce qu'on n'a pas importé un lit. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, continue d'importer des lits pour ces centres de santé, pour ces hôpitaux, alors qu'on pourrait développer une vraie filière nationale de fabrication de matériel de santé, au moins de base. Je sais qu'il y a des choses que nous devons nécessairement importer, les scanners et des appareils compliqués, oui. Mais les équipements de base, nous devons pouvoir les fabriquer chez nous-mêmes. Mais je ne saurais trop insister sur la nécessité, premièrement, de porter à 60 ans l'âge de départ à la retraite des médecins. Et d'ailleurs, un de mes engagements demain, c'est que on va généraliser la retraite à 60 ans dans la fonction publique camerounaise. Tout le monde doit aller à la retraite
Au moins, pas avant 60 ans. Lorsque vous parlez de tout le monde, vous incluez les ministres, vous incluez les directeurs généraux. Non, ça, ce sont des fonctions. Ce sont des fonctionnaires. Non, ça, ce sont des fonctions. Je parle de fonctionnaires, c'est-à-dire les différents corps. Par exemple, vous savez que dans la santé, on va encore à la retraite à 55 ans. Un médecin qui va à la retraite à 55 ans, c'est une immense perte pour le pays. Donc, ce que je veux dire, si vous voulez, on revient sur cette question. Mon engagement, c'est que c'est la retraite généralisée à 60 ans et en tout cas, dans le secteur de la santé, la retraite des médecins à 60 ans. Deuxièmement, il faut revoir la question de la rémunération dans le secteur de la santé. Dans toute la fonction publique d'ailleurs, parce que déjà, sur le SMIC, il faut porter le SMIC au Cameroun au moins, au bas mot, à 55 000, voire à 65 000. En le faisant, nous sommes simplement proches de ce que fait par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a même le même niveau que nous. Donc il faut revaloriser les salaires dans l'éducation, dans la santé, pour que ce personnel ne soit pas sous stress. C'est un personnel qui rend service aux Camerounais. S'ils ne sont pas à l'aise dans leur peau, s'ils ne sont pas à l'aise dans leur famille, parce qu'ils doivent se battre pour les nourrir, alors ils ne peuvent pas rendre un bon service. Ce sont les services de base. Ce sont les services de base. Professeur Kamto, on vous accuse d'être le pion de M. Marafat. Vos déclarations ne viennent-elles pas conforter ces accusations? Mais j'ai parlé du ministre d'État Marafat et j'ai parlé du ministre d'État Jean-Marie Tangana. Pourquoi on a oublié au passage le ministre Jean-Marie Tangana? Ils l'ont oublié. Ben, voilà, donc je serai le pion de l'un et de l'autre. Donc ça veut dire... Je pense qu'ils disent que vous êtes uniquement le pion de M. Marafat. Oui, non, mais je voudrais donc savoir pourquoi M. Marafat et non pas... Puisque si c'est parce que j'ai prononcé leur nom, j'ai prononcé les deux noms. On devrait donc dire au moins que je suis le pion de l'un et de l'autre. Si on peut croire sérieusement au Cameroun qu'un homme de mon âge, avec mon parcours, peut être le pion de quelqu'un, alors il faut désespérer du Cameroun. Cela veut dire que nous ne trouverons jamais dans notre pays des hommes de conviction, des gens sérieux, des gens qui à un moment donné s'engagent parce qu'ils croient réellement qu'ils peuvent apporter quelque chose à leur pays, à leurs compatriotes. M. Marafat n'a pas besoin de pion. Je crois qu'il s'assume lui-même et dignement dans les conditions qui sont les siennes, n'est-ce pas? Je suis admiratif d'ailleurs de sa combativité parce que c'est pas facile d'être en milieu carcéral, dans les conditions de stricte surveillance dans lesquelles il se trouve et continue par exemple à participer au débat public, à réfléchir sur son pays, à vouloir y contribuer. Ça, je suis admiratif de cela. Mais je suis admiratif de ce que fait aussi Atangana Mbebara parce que la même chose, il contribue, il publie des livres et tous ceux qui continuent de contribuer, ils aiment le Cameroun. Est-ce qu'ils ont commis des infractions qui justifient qu'ils soient détenus? Je crois qu'ils ont été condamnés, mais j'ai toujours dit et je le répète, ça peut plaire ou pas, les conditions dans lesquelles on nous dit que leurs procès se sont déroulés m'incline à dire que si je suis présent demain, je vais demander qu'on examine à nouveau leur dossier pour voir si les choses se sont passées dans des conditions de justice. Mais M. Marafat vraiment n'a pas besoin de Kamto pour être... Je suis son pion pour faire quoi d'abord? L'internaute n'a pas précisé. Il y a un autre qui pose la question. Parce que excusez-moi, c'est quand même extraordinaire comment nous avons beaucoup d'idées au Cameroun. Quelqu'un est en prison et je serai son pion. Alors, je suis son pion pour préparer le chemin pour qu'il sorte pour être président de la République, ou je suis son pion parce que lui, il va me mettre à la tête de l'État. Et comment va-t-il me mettre à la tête de l'État puisqu'il est en prison? C'est très compliqué pour moi. Hein. Certainement, il aura l'attitude de repréciser sa pensée. Nous allons nous faire le devoir de lire cela. Professeur, vers la fin de cette émission, nous allons vous donner l'attitude de parler des autres candidats. Nous allons les énumérer tout à l'heure. Il y a un internaute qui pose la question, où pensez-vous prendre de l'argent pour réaliser votre projet de société? C'est une question sempiternelle. Mais le Cameroun, déjà, lui-même, en tant que pays, génère de l'argent. Je ne vais pas venir avec de l'argent venant d'ailleurs, de l'extérieur. C'est la richesse que produit le Cameroun. Pourquoi les gens disent, où est-ce que vous allez prendre l'argent? Je vais prendre l'argent que les Camerounais produisent par leur travail. Et je l'ai toujours dit depuis 5 ans. Le premier chapitre pour dégager des ressources nécessaires au financement
du développement du Cameroun, c'est la réduction du train de vie de l'État. Nous l'avons demandé depuis 2013. Regardez ce que nous avons publié lorsqu'on a augmenté le prix du carburant. Nous avons fait une étude avec des experts et nous avons montré que l'on pouvait faire des économies. Donc le premier chapitre, c'est celui-là. Et à force de le dire, voyez-vous, madame, le président de la République lui-même a commencé à reprendre ça dans ses discours, dans ses deux derniers discours, enfin dans un de ses discours de fin d'année. C'était après nous. Mais la presse ne relaie pas toujours ce que nous disons. Il nous a suivis. Sauf que ses collaborateurs et les membres de son gouvernement ne l'ont pas toujours suivi puisqu'ils ont multiplié la commande des véhicules publics. Je viens d'apprendre que le premier ministre chef du gouvernement, comme on l'appelle au Cameroun, vient de demander que les ministres et un certain nombre de hauts fonctionnaires qui voyageaient en première ne voyagent plus qu'en business. C'est un bon début. C'était déjà un bon début. Parce que je vais vous dire, madame, un billet d'avion Yaoundé-Paris, c'est plus de 6 millions de francs. Et un billet d'avion, donc première classe. Et un billet d'avion business, c'est autour de 2 millions, suivant les compagnies, 2 millions 2, 2 millions 3. Donc c'est déjà une belle économie. Mais étendez ça et généralisez cela à tous ceux qui avaient le droit de voyager en première, vous verrez que l'État économiserait des milliards. Mais je peux étendre ça à beaucoup d'autres secteurs, comme justement les missions. Oui, comme les missions à l'étranger, comme le carburant que l'on distribue dans la fonction publique, comme l'eau et l'énergie gratuite pour un certain nombre de hauts fonctionnaires, comme les véhicules administratifs. Pourquoi est-ce qu'un fonctionnaire camerounais, fut-il ministre, doit rouler dans un véhicule neuf qui coûte 80 millions de francs, voire 100 millions de francs, madame, 100 millions de francs pour un fonctionnaire. Donc, je crois que nous avons de la marge, et beaucoup de marge. Rien que par une gestion rigoureuse des finances publiques, nous allons dégager beaucoup et beaucoup de moyens. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est que nous comptons beaucoup sur le partenariat public-privé. Dès lors que vous avez de bons projets et que le secteur privé national et étranger sait qu'il peut investir dans ce secteur et gagner de l'argent, ils vont venir investir. Ce n'est plus normal au Cameroun que, par exemple, la construction d'une autoroute soit entièrement sur fonds publics. Ça ne se fait plus dans le monde. Vous avez des partenaires privés qui investissent, à qui on donne la gestion de l'autoroute en concession sur une période qui peut aller jusqu'à 30 ans, suivant les pays, et au bout duquel ils vont amortir leurs investissements, dégager leurs marges bénéficiaires et restituer l'infrastructure au public. Et vous atteignez le résultat que vous recherchiez. Je peux dire cela pour les chemins de fer et pour d'autres activités. Donc nous avons des sources de financement. Et la dernière source de financement, c'est ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Nous allons attirer les investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de la gestion publique, c'est la qualité de la dépense publique qui attire les investisseurs publics. Lorsqu'il n'y a plus de corruption, lorsqu'il y a la célérité justement dans les procédures administratives, lorsqu'il y a la bonne gouvernance, lorsque vous améliorez votre classement au Doing Business, vous allez attirer massivement les investissements étrangers. Si on vous dit combien de milliards de francs CFA, un pays comme la Côte d'Ivoire ou comme l'Éthiopie ou comme le Ghana attire par an, ou même le Rwanda attire par an, comparé à ce que le Cameroun attire, vous allez voir justement qu'il y a une différence qui est très très éloquente en soi. Nous sommes toujours en direct, chers internautes de AAW TV Politics, et nous recevons, j'aime à le rappeler, le professeur Maurice Kamto qui nous a fait l'honneur d'être notre invité cet après-midi. Professeur Maurice Kamto, une autre question d'internaute: comment est-ce que vous allez faire pour récupérer l'argent détourné par des personnes emprisonnées dans le cadre de l'opération Épervier? Question d'internaute. Très bien. Donc, vous savez déjà que cette question est sujet à controverse. Si vous avez suivi le procès d'un certain nombre de personnalités dans le cadre de l'opération Épervier, au départ, on attribuait à ces personnes des détournements de l'ordre de 50 milliards, 100 milliards. Et à la fin, on s'est rendu compte que pour certains, il n'était plus poursuivi que pour 18 millions de francs CFA. Donc, il faut aussi que le gouvernement éclaire l'opinion là-dessus. Comment peut-on partir de 50 milliards ou de 20 milliards à 18 millions de francs CFA? Donc on entretient dans l'imaginaire des Camerounais qu'il y aurait des fonds massifs détournés par ces gens et entreposés quelque part, alors qu'il n'en est peut-être rien. Deuxièmement, si effectivement il y a des fonds
Et apparemment, il y aurait des fonds pour certains d'entre eux. Les procédures internationales, nous les connaissons. J'ai écrit un livre qui s'intitule Le droit international de la gouvernance. Le dernier chapitre de ce livre est consacré justement aux procédures de recouvrement des deniers publics, où j'ai donné l'exemple de recouvrement des avoirs de Sani Abacha, l'ancien président du Nigeria, le recouvrement des avoirs de Mobutu au Zaïre. J'ai décrit la procédure, comment ils ont récupéré ça en Suisse, en Liechtenstein et dans d'autres pays, les avoirs de Marcos aux Philippines, etc. etc. Donc nous connaissons comment s'y prendre. En tant qu'avocat, je sais comment on s'y prend, et en tant que tel, je sais aussi quels sont les cabinets les plus compétents au plan international qui savent effectivement traquer les fonds et les identifier et permettre de les rapatrier. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des procédures juridiques qu'il faut suivre pour avoir la coopération des pays dans lesquels ces fonds ont été entreposés. Professeur, que pensez-vous de la forme de l'État? Je crois que j'ai dit ça tout à l'heure à propos de la question anglophone. Oui, non, la forme de l'État, c'est une question qui revient. J'y reviens, il n'y a pas de problème. D'abord, les Camerounais se plaignent de l'hypercentralisation de l'État camerounais, qui fait que tout se décide à Yaoundé. Tout, comment dirais-je, j'allais dire, toute allocation des moyens publics pour le développement de la moindre parcelle du territoire national est décidée à Yaoundé. Le citoyen de Koussery, qui est à 1500 km de la capitale, est obligé de venir jusqu'à Yaoundé pour suivre son dossier dans un département, dans un ministère. Ça n'est pas normal. Le maire d'une petite localité est obligé de venir à Yaoundé, jusqu'à Yaoundé, peut-être d'aller jusqu'au FECOM, s'il n'a pas une branche du FECOM dans sa région, pour négocier tel ou tel investissement avec le FECOM. Telle autorité administrative, je ne parle même pas de région puisque ce n'est pas encore mis en place, serait obligée de venir à Yaoundé. Tout cela n'est pas bon et ne contribue pas justement à l'accélération du développement de notre pays et surtout à l'amélioration de ce qu'on appelle le niveau de vie, le standard de vie de nos populations. Elles ont besoin d'une administration de proximité, pas administration centralisée, déconcentrée, mais d'une administration décentralisée qui leur permette de prendre en charge la gestion de leurs propres affaires. Donc, une fois qu'on a dit cela, la conclusion logique s'impose. C'est que l'État doit être décentralisé. L'autonomie doit être donnée aux régions, aux communes, pour leur permettre de prendre en charge les préoccupations des Camerounais et en charge le développement des territoires. Vous savez, le débat qui a pris une tournure dramatique ces derniers mois au Cameroun sur la forme de l'État est parti sur une mauvaise querelle. Est-ce qu'on peut parler du fédéralisme ou ne pas parler du fédéralisme? La question en réalité fondamentale que nous devons nous poser, c'est que est-ce que la forme actuelle de l'État permet à cet État-là lui-même d'atteindre ses objectifs de développement? Et la réponse est non. Parce que vous-même, vous voyez par exemple le niveau d'inexécution des chantiers publics dans les régions, la faiblesse dans le niveau d'exécution du budget de l'État. Pourquoi? Parce que c'est toujours centralisé, il faut toujours que ce soit le centre qui alloue les moyens et que le démembrement du centre, c'est-à-dire le gouverneur ou le préfet ou le sous-préfet, suivent cela pour le compte du centre. Mais si c'était par exemple les autorités d'une région qui avaient les moyens de gérer ça pour le compte de la région et de rendre compte aux populations de la région, je crois que ces autorités s'y prendraient différemment puisqu'elles sauraient que si elles gèrent mal ou ne réalisent pas les projets de développement, prochainement elles ne seront pas réélues. Et donc je crois que ça donne déjà une indication sur le type de réponse que nous pouvons donner à cette question sur la forme de l'État. Peut-être pour relancer, professeur, oui. Allant dans le même sens, selon vous, quelle peut être la place d'un chef traditionnel dans une administration comme celle que peut-être vous entrevoyez? Ma position a toujours été constante. Les chefs traditionnels sont les garants, les gardiens respectés et respectables de nos traditions et doivent être traités comme tels. Mais il faut les laisser à cette mission-là, qui est déjà une mission importante, lourde, fondamentale, en
attirant les chefs traditionnels dans la politique, on l'a décrédibilisé, la fonction de l'autorité traditionnelle. Parce qu'un chef traditionnel qui entre en politique prend parti. Il prend parti et effectivement met ces populations en difficulté parce qu'elles sont en demeure de choisir entre le chef et quelqu'un d'autre. Je dis, il y a des formules que l'on peut imaginer. Il y a diverses propositions. N'oublions pas, par exemple, que dans la partie anglophone du pays, il y avait ce qu'on appelle la chambre des chefs, le conseil des chefs traditionnels au Cameroun occidental, à côté justement de l'assemblée parlementaire qui votait les lois. Donc il y avait ces deux chambres. On peut parfaitement imaginer demain une formule différente dans la composition du Sénat camerounais ou même dans la composition des régions, en disant non pas simplement que les chefs traditionnels participent à la désignation des délégués régionaux, c'est-à-dire des membres, des conseillers, pas délégués, des conseillers régionaux, non, des conseillers régionaux, mais que, par exemple, à l'échelle de la région, il y a une chambre des chefs traditionnels. On peut parfaitement modifier la constitution du conseil régional de cette façon en disant il y a une partie des conseillers régionaux qui représentent les partis politiques, les formations et tout ce que vous voulez, et il y a une partie, n'est-ce pas, du conseil régional qui représente les chefs traditionnels. Parce que là, ils sont plus proches des réalités de leur région et de leur chefferie, plutôt que de créer nécessairement une chambre au niveau national, parce que le visage de la chefferie traditionnelle est multiple au Cameroun. La chefferie traditionnelle n'est pas la même dans toutes les régions. Donc il ne faut pas faire comme si c'était quelque chose d'homogène. Je termine sur la forme de l'État, parce que et les internautes diront que il nous reste très peu de temps. Oui, et on a des 30 secondes, parce que je ne veux pas qu'on dise que je suis évasive là-dessus. J'ai dit je suis pour une large autonomie des régions. Le débat où le dialogue national nous permettra de savoir si on appelle cela régionalisme ou fédéralisme. Et j'ai dit qu'en tout état de cause, quelle que soit la forme que l'on retiendra, pour moi, il faut que les régions du nord-ouest et du sud-ouest aient des compétences particulières en raison justement de leur héritage historique spécifique, de leur culture spécifique, de la langue qu'ils ont héritée de l'ancienne puissance tutélaire spécifique. Voilà ce que je peux dire à propos de cette formule. Il n'y a que la sécession. Non, je ne peux pas... La sécession, de toute façon, ce n'est pas une forme de l'État. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, la sécession n'est même pas sujet à discussion parce que c'est hors sujet. Il nous reste pratiquement 20 minutes, chers internautes, et nous comprenons le courroux de ceux qui ont posé des questions et qui n'ont pas été retransmises. Certainement, le professeur Kamto va nous faire l'honneur d'être... à une autre occasion, notre invité, et nous allons revenir sur les questions posées. Prenons cette légère transition, cette légère respiration, et après nous allons recueillir l'avis du professeur Kamto sur certains candidats ou alors sur d'autres hommes politiques qui fusionnent dans notre pays. Le professeur Maurice Kamto était l'invité sur le plateau de AAW Politics cet après-midi, chers internautes, et nous allons prendre son avis sur certains candidats. On dit qu'il n'est pas, ou alors qu'il est pour un face-à-face. Là, on aura certainement la latitude de lui poser la question. Mais avant qu'il ne réponde à cette question-là, professeur Kamto, que pensez-vous de Ni John Froundi? Je dois saluer en Ni John Froundi un compatriote courageux qui s'est levé à un moment où personne ne pensait au Cameroun que l'on pouvait secouer le système du parti unique. Il a eu le courage de forcer en réalité le retour au multipartisme au Cameroun. Et je crois que c'est un mérite que l'histoire politique de notre pays, je ne dirais pas retiendra, a déjà retenu. Et de cela, nous tous, nous devons lui en savoir gré. Ensuite, je crois qu'il
il a ensuite mené le combat comme il a pu. Chacun se bat avec ses propres moyens. Je crois que l'autre mérite que l'on doit lui reconnaître aujourd'hui, c'est d'avoir su créer les conditions de passage du témoin à l'honorable Yoshua aussi, pour qu'il devienne le candidat, qu'il porte le flambeau du SDF à la prochaine élection présidentielle. Et que pensez-vous de lui justement, de son successeur? De qui donc? De Yoshua. L'honorable Yoshua aussi, d'abord je dois dire que j'admire le combat qu'il a mené à l'intérieur de son parti pour gagner l'investiture de son parti. C'est méritoire et c'est respectable. Et je pense que, franchement, quand on regarde la scène politique, on doit lui lever le chapeau là-dessus. L'honorable Yoshua aussi a des accents de tribun. Il a le bagou et des accents de tribun qui peuvent nous permettre de lever le peuple camerounais. C'est pour cela, c'est pas un hasard si je continue avec insistance à lui tendre la main pour que nous fassions chemin ensemble, parce que je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Donc il a ces accents-là, il est résilient dans le débat, il est structuré dans sa pensée, et je pense que justement il a la capacité et le leadership qu'il faut pour qu'on puisse créer une dynamique qui amène l'opposition camerounaise et le peuple camerounais à la victoire en octobre prochain. Que pensez-vous d'Olivier Billet? C'est un esprit brillant. C'est un esprit brillant. J'ai pendant longtemps, jusqu'à ce que nos chemins divergent, la veille de la convention de lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun, cru sincèrement qu'on ferait des choses ensemble. Il est vif d'esprit, il est cohérent dans sa pensée. Je regrette simplement qu'il n'ait pas vu le champ politique au-delà du cercle de sa propre foi, que je respecte. Mais il sait qu'en cela, ce n'est pas une critique, mais il sait que notre population est riche et diverse dans ses croyances, dans sa composition, et que si nous voulons vraiment construire un mouvement capable de l'emporter, il faut être beaucoup plus ouvert que l'approche qu'il a proposée et qui a été justement à l'origine peut-être de la divergence d'itinéraire que nous avons eu par la suite. Que pensez-vous de Cabral Libi? Cabral Libi, c'est un jeune qui force le respect par la vivacité d'esprit qu'il a. Je suis toujours frappé par sa capacité à prendre les sujets les uns après les autres avec aisance, avec vivacité. Et je crois que dans une équipe bien structurée, bien organisée, il pourrait faire des merveilles. Et je dois dire que vous me donnez l'occasion, en posant d'ailleurs la question sur lui, parce que je me garde de parler des personnes, que je n'ai pas compris qu'il ait pu laisser croire à un moment donné que je n'avais rien fait pour interpeller ceux qui ont peut-être mal réagi lorsqu'il a lancé son mouvement 11 millions. Il sait que j'ai interpellé, en tout cas, tous ceux qui se réclamaient du MRC de cesser toute attaque ou en tout cas tout propos discourtois vis-à-vis de M. Cabral Libi et sa démarche. Pourtant, dans les médias, il a laissé penser le contraire. Je regrette surtout que quelqu'un comme lui, qui m'a donné l'impression d'être très attaché aux valeurs, notamment aux valeurs traditionnelles africaines, n'est pas par son comportement fait montre d'un très grand respect pour ces valeurs. M. Cabral Libi a pris un rendez-vous avec moi par certains de mes collaborateurs et par des moyens laissant trace. Je suis allé à ce rendez-vous. Je l'ai attendu toute une après-midi.
du début d'après-midi jusqu'à 19 h le soir. Il n'est jamais venu. Il s'en est jamais excusé. Je suis son aîné de loin. Et donc, ne serait-ce qu'au nom des traditions et des valeurs africaines, il aurait pu s'excuser. Mais il aurait pu aussi le faire par courtoisie républicaine. Mais qu'à cela ne tienne, je suis un père. Et je me veux dans cette élection un rassembleur. C'est pourquoi la main tendue que j'ai adressée aux divers candidats de l'opposition reste tendue en direction de Cabral. Ma porte lui reste ouverte. Professeur, il nous reste à peu près 5 minutes d'échange. Je ne peux pas sortir de cet échange également sans parler de la convention. Vous avez été adoubé, je vais le dire ainsi, il y a quelques semaines par vos militants. Mais on se pose la question parce que ceux qui veulent paraître comme des grandes démocraties, lorsque arrive le moment final, le grand moment, on voit l'épouse, on voit les enfants. Vos militants certainement auraient souhaité voir les enfants du professeur Kamto. Vous les cachez aux militants? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il n'en est rien. Il se trouve simplement que mes enfants sont majeurs. Je ne les ai plus sous mon toit. Et chacun d'eux vit sa vie là où il est. Merci professeur. On va vous inviter à donner votre mot de fin avant que nous ne nous séparions. Je voudrais remercier très vivement AAW de cette occasion exceptionnelle d'échange qu'il me donne avec les internautes camerounais. Je crois que, et je l'espère en tout cas, que cela a permis à certains de nos compatriotes, voire de ceux qui ne sont pas des Camerounais, de me connaître un peu plus et en tout cas de savoir ce que je propose aux Camerounais. Et que ma démarche est une démarche de conviction, madame. C'est une démarche de sincérité. Parce que j'aime ce pays comme tous les autres Camerounais. Parce que nous avons la particularité d'avoir un pays de citoyens patriotes. Je dis toujours, ce qui est extraordinaire au Cameroun, c'est qu'on ne nous enseigne pas l'histoire vraie de notre pays à l'école. Pourtant, chacun de nous porte en lui un élan nationaliste. Un peu comme si on acquérait cela en venant au monde. Je sais que tous les Camerounais sont patriotes. Et je voulais ici simplement souligner que justement, c'est ce patriotisme qui me met debout. Mon désir ardent d'apporter ma modeste contribution à l'édification d'un Cameroun rayonnant, développé, où la souffrance que j'ai vue sur le visage de nos populations en parcourant le pays, de Darak jusqu'à Limbe, de Kiosi dans le sud, jusqu'à, je ne sais pas moi, Angoua dans le nord-ouest, et je ne sais pas, en passant par Garoua-Boulaye ou par Ndelele à l'est, à Yokadouma, etc., que cette souffrance, à défaut de disparaître du jour au lendemain, que nous mettions en place les conditions justement d'un développement inclusif pour que le sourire revienne enfin sur le visage de chaque Camerounais. Pour cela, je les exhorte à aller s'inscrire massivement, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait avant la convocation du corps électoral, à aller voter parce que c'est un acte citoyen. Personne ne descendra du ciel pour venir changer le Cameroun. C'est notre affaire à nous tous. Allez voter, allez surveiller le vote, défendez le vote si cela s'impose et vous verrez que, effectivement, le changement après lequel vous courez depuis, et nous courons ensemble depuis 25 ans, va s'accomplir en octobre prochain. Je vous remercie. Merci, professeur Kamto, d'avoir été notre invité cet après-midi, l'invité de AAW Politics. Merci à vous, chers internautes, d'avoir pris le temps de nous écouter durant les 2 heures qui viennent de s'écouler. Nous nous excusons encore auprès de ceux qui n'ont pas vu leurs questions lues. Certainement, nous aurons l'occasion d'y remédier lorsque le professeur Kamto sera l'invité de ce programme. Portez-vous bien et à samedi prochain. Je peux me lever?